Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Alors, tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Monsieur le maire, car comme vous devez le savoir, il a été à Paris pour l'hommage rendu à Monsieur Soulages. Voilà, donc pour une fois, ce qui n'est pas coutume, il ne sera pas à la présidence de ce conseil municipal. Voilà, merci. Donc, nous allons faire l'appel des élus. Alors, François Comène, absent, a donné pouvoir à Blandine Autier. Blandine Autier présente, Vincent Sabatier présent, Jocelyne Gisardin absente, a donné pouvoir à Corinne Azaïs, Romain Ferrara présent, Hervé Mers présent, Joëtte Coste absente, a donné pouvoir à Jeanne Corporon, Francis Hernandez présent, Claude Musselin absente, a donné pouvoir à Vincent Sabatier, Patrick André présent, Jeanne Corporon présente, Alain Arméniaud présent, Colette Jama présente, François Escarguel présent, Hélène Sarda absente, a donné pouvoir à Hervé Mers, Hervé Marquez absent, a donné pouvoir à Alain Arméniaud, François Hernandez présent, Marie-Alice Caramel présente, Gérard Naudem présent, Corinne Mosler présente, Jean-Pierre Coneza absent, a donné pouvoir à Francis Hernandez, Myriam Reynaud présente, Jean-Guy Majorel absent, a donné pouvoir à Patrick André, Lydie Di Crasto Mancuso présente, Laurence Magne absente, a donné pouvoir à Romain Ferrara, Orida Boraoui présente, Cédric Delapierre absent, a donné pouvoir à Sébastien Pacul, Anaïs Vera présente, Sylvain Dominguez absent, a donné pouvoir à Anaïs Vera, Cédric Lissardi présent, Manon Tisseur absente, a donné pouvoir à Cédric Lissardi, Anne Lesage présente, Véronique Caluba absente, a donné pouvoir à Laura Seguin, Philippe Carabas absent, a donné pouvoir à Laurent Hercé, présent, Sébastien Andral présent, Audrey Vedel absente, a donné pouvoir à Anne Lesage, Sébastien Denaja absent, a donné pouvoir à Sébastien Andral, Laura Seguin présente, Sébastien Pacul présent, Aurélien Lopez Ligori absent et Arnaud Jean présent. Voilà. Donc, on va désigner un secrétaire de séance. Cédric Lissardi, tu veux bien? Voilà. Alors, y a-t-il des questions sur les décisions municipales depuis la dernière séance? Monsieur Hercé. Oui, je vous remercie. Bonjour. Je voulais poser deux questions concernant deux décisions qui ont trait au parking Aristide-Briand, au projet de parking Aristide-Briand. La première décision, c'est le numéro 497. Je voulais savoir pourquoi cette décision, qui a été prise apparemment le 28 septembre, je crois, en tout cas qui a été déposée en préfecture le 28 septembre, n'avait pas été soumise au vote en tant que point de délibération, de vote, de débat, puisque vous avez choisi de faire un conseil municipal exceptionnel le 30 septembre, la dernière fois, qui était 100% consacré à ce problème. Et je m'aperçois maintenant, nous nous apercevons qu'en fait, il y avait déjà une décision qui a été prise par monsieur le maire dans son bureau, qui a été envoyée en préfecture et qui n'a pas été jointe à ce débat. Donc ça, c'est la première question. Comment vous avez arbitré cela? Pourquoi extraire certaines questions de ce débat et en laisser d'autres? Est-ce que c'est un problème de médiatisation? Je ne sais pas. Écoutez, on se rapprochera des services. Ou alors, François, tu peux répondre? Tu as la réponse? J'ai une réponse très rapide. C'est un problème de timing, c'est-à-dire que quand un conseil municipal est convoqué, il y a une date à laquelle on arrête les décisions qui seront présentées. Donc, les décisions ont été arrêtées, le service assemblée vient de nous l'expliquer au moment, enfin quelques jours avant pour qu'on puisse faire les convocations. Et l'élément en question, donc, est présenté cette fois-ci. C'est pas du tout une volonté de cacher quoi que ce soit. Ça n'a strictement... c'est parfaitement public, quoi.
est parfaitement assumé. Donc vous me demandez pourquoi il y a eu donc un report, si je puis dire. C'est pas un report, c'est un problème de calendrier. Enfin, c'est même pas un problème, c'est une chronologie. Et donc les décisions ont été arrêtées à telle date pour être présentées au conseil municipal. Et le conseil municipal suivant, les décisions qui n'ont pas été présentées le sont. Merci, François Escarguel. Alors, donc, le deuxième point concernant ce parking, c'est la décision numéro 551, sur laquelle je voudrais quelques précisions, puisque apparemment, on va intervenir une nouvelle fois en justice, la ville va intervenir une nouvelle fois, elle va dépenser un petit peu d'argent là-dessus, par rapport à des documents qui n'auraient pas été transmis, et la ville va se défendre de ne pas avoir transmis ces documents, si je comprends bien. Donc, de quoi s'agit-il précisément? De quels documents s'agit-il? Et quelle est la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été transmis et que nous devons maintenant entrer dans une procédure judiciaire? Alors, François Escarguel va pouvoir vous répondre succinctement. Je vais pouvoir vous répondre. J'étais en congé, donc je n'ai pas lu toutes les notes qui m'ont été adressées. Donc, je vous lis les éléments qui m'ont été communiqués vraiment à l'instance, c'est tout chaud. La demande du 7 février 2022 relative à la délibération décidant du transfert des marchés hebdomadaires de la place d'Orient et l'étude de faisabilité économique et technique pour la réalisation des parkings souterrains visés dans la délibération du 15 octobre 2018 sur l'avenant numéro 2 de la convention entre la ville et la SPBLT. Réponse faite à la CADA le 17 juillet 2022 dans le sens suivant: la délibération sollicitée est un acte inexistant, donc non communicable, et l'étude est un document préparatoire également non communicable. Donc la position de la ville est de considérer que les demandes qui ont été effectuées de communication de documents ne peuvent pas être satisfaites dans la mesure où il ne s'agit pas de documents communicables. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc dans la mesure où la ville considère que ce n'est pas communicable, elle ne communique pas. Donc le demandeur à la requête considère lui que ça l'est, nous considérons que non, le tribunal administratif tranchera. Et ce n'est pas dépenser de l'argent inutilement quand on se défend. Si jamais effectivement vous ne souhaitez pas que nous, quand je dis vous, c'est un vous global, que nous engagions des financements au niveau des frais de justice, mais c'est simplement de ne pas faire de requêtes. À partir du moment où les requêtes sont présentées, eh bien, il faut que nous défendions. Et dans la mesure où nous considérons que sur le fond, nous avons raison, eh bien, nous défendons. Et pour cela, nous engageons des frais parce que nous y sommes contraints. Madame Seguin. Oui, une question complémentaire par rapport à ce point. Donc la ville considère qu'ils ne sont pas communicables, mais est-ce qu'il y a eu un avis de la CADA sur la communicabilité de ces documents et quel est cet avis, s'il y en a un? Vincent Sabatier. Oui, merci. Concernant le déplacement du marché, le document n'existe pas. Il n'y a pas de document légal qui instaure un déplacement de marché. Ça n'existe pas. Alors, il n'y a pas de procédure. Il n'y a rien à communiquer puisque le document n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un document pour déplacer le marché. Donc, il n'y a rien à communiquer. Ensuite, concernant la deuxième partie qui est l'étude de faisabilité ou l'étude socio-économique, ce sont des documents qui ont été fournis dans les différentes procédures qui ont déjà eu lieu et dont la partie adverse a pris connaissance en particulier. Donc, il n'y a pas besoin de les communiquer. Voilà. Et ce sont en particulier d'ailleurs des documents qui étaient joints à différentes délibérations du conseil municipal et entre autres les avenants au DSP. Voilà, il n'y a rien de secret. Si vous voulez initier le doute par ça, mais en fait, il n'y a rien à communiquer, tout simplement. Voilà. Merci Vincent. Madame Seguin. Juste, enfin, je suis désolée, mais je n'ai pas eu de réponse claire à ma question. Est-ce qu'il y a eu un avis de la CADA sur ce sujet ou non? On va vérifier. Les services sont en train de vérifier, parce que franchement, je ne saurais pas vous dire comme ça à froid. Et donc nous donnerons la réponse, je pense, d'ici la fin du conseil. Donc s'il n'y a plus de
de discussion pour les décisions. Si encore une. Alors, c'est pas relatif aux diffusions, mais en introduction de conseil, il est habituel qu'on pose des questions sur la politique générale de la municipalité. Moi, je m'interrogeais sur le projet de parking souterrain, évidemment, sur 2 points. Quelles sont les actions en cours de votre côté, les procédures en cours suite à la décision du tribunal administratif? Voilà, première question. Est-ce qu'il y a un dossier qui est en train d'être resoumis? Voilà. Deuxième question, est-ce que vous n'envisagez pas, et il n'est peut-être pas trop tard, même s'il est tard, d'organiser un peu mieux le débat public et la discussion sur ce projet? Vous savez qu'il y a eu une grosse réunion publique la semaine dernière organisée par l'association Banc Public qui a réuni 400 personnes, ce qui montre quand même l'importance de ce débat auprès de la population. Enfin, vous le savez, vous vous promenez comme moi en ville, vous savez que beaucoup d'habitants parlent de ce projet, se positionnent sur ce projet, ont un avis à exprimer sur ce projet, qui est favorable ou non d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'il serait dans l'intérêt de la commune d'organiser enfin un dialogue apaisé et fourni d'informations avec de la transparence sur ce projet, sur ses aspects techniques, financiers, etc. Et il n'est pas trop tard pour le faire, donc quel est votre point de vue là-dessus? On ne doit pas rencontrer les mêmes personnes, parce que nous rencontrons des personnes qui sont favorables au parking, favorables à la place Arrêté de Briand, notamment les commerçants, les restaurateurs, et certains en ont un peu assez de tout ce qui se passe autour, ils aimeraient la paix. Mais nous, alors, on n'a pas besoin de faire de référendum ni de séance publique. Hein. Les personnes qui viennent vers nous, ils peuvent en déjà fait auparavant. Hein. Donc maintenant, il faut agir, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, merci. Vincent ? Je vais essayer de ne pas interpréter votre propos comme une leçon de démocratie participative. Et il y a eu, on a parlé, je ne parle pas du vote, hein, il y a eu la présentation de ces projets il y a fort longtemps, et pas en catimini, et de façon publique, au cours de 6 réunions publiques de l'Action Cœur de Ville. Je ne sais pas si les 450 personnes qui étaient à la salle Brassens étaient venues à ces réunions, mais ils ont eu entre 4 et 6 occasions de venir en réunion publique en 2018. Ils ont peut-être pris connaissance du programme de campagne ensuite de François Comène, puisque je vous rappelle qu'il y a eu une élection avec des débats publics qui ne sont pas faits dans une tour de verre à la mairie et qui ont animé une longue campagne, malheureusement longue campagne, le débat public. La leçon de démocratie participative, là, vous voudrez nous faire passer pour des gens qui vivent dans une tour de verre. Alors, soit on ne vit pas dans le même monde, mais on appartient à cette ville autant que vous. Donc, vous n'avez pas le monopole de la démocratie participative. On est élu, peut-être très mal d'ailleurs. Alors, si on est mal élu, d'ailleurs, pensez que les élus d'opposition le sont encore plus mal d'ailleurs. On représente tant bien que mal la population, et c'est pas pour autant qu'on s'en coupe. On appartient à cette ville, nous aussi. Voilà. Donc, encore une fois, les remontées qui ont été faites de cette réunion, le public a dit qu'il nous ferait un retour. Si c'est pour nous dire qu'il faut apaiser la ville, on part du même constat, on est bien d'accord. Voilà. Il faut apaiser les esprits et la circulation. Quels sont les moyens d'y parvenir? Eh bien, apparemment, on n'a pas les mêmes. Ensuite, ça fait partie du débat public, effectivement. Merci. Madame Seguin. Moi, je ne veux pas polémiquer, mais juste, effectivement, la démocratie participative, c'est un sujet que je connais bien. Je n'ai pas de prétention à donner de leçons, juste à faire des suggestions et des propositions. Vous parlez, je pense qu'on ne parle pas exactement le même langage, Monsieur Sabatier, vous parlez de présentation, de prendre connaissance du programme. Moi, je parle de délibération, de débat, de discussion. On décide ensemble, voilà, on décide ensemble d'un projet pour la ville. On n'est pas là juste pour présenter des décisions qui sont décidées au sein d'un conseil municipal. Voilà, moi, c'est de ça que je parle. On n'a pas exactement la même vision de la démocratie, mais ça, on le savait déjà, effectivement, lors des précédentes campagnes. Si vous voulez bien. Oui, François? Approche mon micro parce qu'on m'a dit que j'étais trop loin. On ne va pas faire le débat sur la démocratie représentative et la démocratie participative. Nous sommes sur la 5e République. Les institutions sont fondées, si je puis dire, sur la démocratie représentative. Cela étant, vous avez posé en première phrase de votre questionnement sur les procédures en cours. Alors, nous avons actuellement 4 requêtes au fond qui concernent
demande d'annulation du permis, alors quand je dis permis de démolir, c'est de démonter en fait, hein, le kiosque Franck. Il y a ensuite une requête au fond, demande d'annulation sur le permis de construire accordé par la ville à SPLBT pour le parc de stationnement. Il y a une requête au fond en demande d'annulation du permis de démolir parce que là, il y a eu en fait un loupé des bancs publics qui a repris la procédure. Une nouvelle requête au fond sur la demande pour la déplantation des arbres. Je parle bien du fond hein, pour l'instant. Donc ça sera certainement pas avant un an et demi ou 2 ans. Il y avait 2 référés suspensifs qui sont liés aux procédures au fond. Un premier référé suspensif qui correspondait à la demande de démontage du kiosque Franck qui a été rejeté, et une seconde requête qui est en cours, où il y a eu une suspension des travaux par rapport à la déplantation, sur lequel il manquait un document administratif, qui est un document qui est devenu obligatoire au terme d'un texte qui est intervenu au moment quasiment où l'autorisation a été accordée. Et donc il y a actuellement une demande de régularisation qui est faite au niveau de la préfecture. Et donc nous en sommes là pour l'instant. Pardon. Dimanche. Donc il y avait un manque de documents. C'était pour quelle raison que ce document manquait? C'était quel document? C'est un texte qui date de juin 2022, dans lequel il fallait, dans la mesure où ce sont des arbres qui sont alignés, il fallait demander une autorisation administrative supplémentaire qui n'existait pas au moment où le dossier a été monté, il n'y avait pas en tout cas décret d'application, et qui, entre le moment où le dossier a été monté et le dossier a été déposé, à ce moment-là, ce document est devenu obligatoire. Sachant qu'au niveau de la préfecture, il n'existait pas de service qui soit à même de délivrer ce type d'autorisation. Donc, du fait du référé qui a suspendu les travaux de déplantation dans l'attente de la réception de ce document, eh bien, nous avons régularisé auprès de la préfecture et nous attendons l'autorisation qui, normalement, devrait intervenir. Mais comme je n'ai pas de boule de cristal et que je ne suis pas le préfet, nous attendons, comme tout le monde, la position de la préfecture. Non, qui pour l'instant ne nous retarde pas. Enfin, nous retarde, ça nous retardait dans la mesure où nous sommes encore dans les délais de déplantation. Merci. Monsieur RC. Oui, puisqu'on aborde cette question des parkings, je vais me permettre de poser une question que l'on m'a posée plusieurs fois. Les citoyens se la posent souvent. Le parking qui a déjà été construit, donc le parking Victor Hugo, affiche un taux d'occupation qui est très faible. Alors, première question, est-ce que c'était quelque chose qui était envisagé? Est-ce que les études montraient que l'on aurait un taux d'occupation aussi faible? Et d'autre part, qu'en est-il de sa rentabilité, des capacités de remboursement sur ce projet par rapport à cette fréquentation? Voilà. Alors, je pense qu'on a déjà répondu, mais Vincent Sabatier va reprendre la parole. Premier élément, je réponds par la fin le dernier propos que vous avez tenu. Sur la rentabilité parking, on est bien sûr sur une somme globale qui englobe tous les parkings et non pas les parkings ne s'amortissent pas et tout seul. On est bien sûr sur des parkings, on a 2 parkings qui sont déjà amortis en centre-ville et qui permettent de relever des finances qui, dans tous les cas, amortissent les autres. Ensuite, en ce qui concerne la finalité de notre politique, puisque je vous sens pressé de voir aboutir notre programme, eh bien, effectivement, les dernières places de stationnement qui restera dans la ville de Sète, ce sont bien et bien des parkings. Aujourd'hui, quand on parle du quartier Victor Hugo, on a supprimé sur la place Victor Hugo et la rue Raspail, on doit totaliser un peu plus de 200 places. Dans la rue d'Enfer Rochereau, on a supprimé une trentaine de places. Dans la rue Jules Vallès, on va supprimer encore 30 places pour faire la continuité cyclable. Sur le quai Scheid et Merle, on doit être autour de 150 places. Sur le quai Régie, on doit y être à 60. Sur le quai Pasteur, on est à une trentaine. L'addition totale du timing, c'est la construction du parking Victor Hugo, c'est la construction du parking de la place de Briand, et la construction du parking de la Consigne, dont la création à peu près de 800 places de stationnement souterrain et la suppression en surface de quasiment 1500 places de stationnement. On ne tremble pas du fait de supprimer du stationnement. Si vous allez souvent dans la rue Henri Barbus, pas très loin de la place Briand, vous constaterez que les bus ont de la difficulté à passer dans cette rue puisqu'il y a 2 côtés stationnés. Il viendra le moment de la suppression d'un côté qui supprimera d'un coup 60 places.
La création du parking brillant permet, par ses accès, de rendre piétons une partie de la rue Gabriel-Péri et de la rue de la Poste, ce qui fait une suppression de stationnement supplémentaire. Je l'ai déjà dit et je le redis, puisque vous tenez vous aussi au patrimoine, donc on va aussi dans le même sens. Il n'y a pas de raison de vouloir défendre un kiosque qui a 150 ans et de ne pas vouloir défendre le Mall Saint-Louis qui en a 356. Il est absolument scandaleux de voir que le Mall Saint-Louis est un parking alors que c'est le seul réel élément historique de la ville. Donc ça sera la suppression, au moment de la création du parking de la Consigne, ça sera la suppression de 200, difficilement quantifiable puisque c'est anarchique, entre 200 et 250 places supplémentaires. Donc effectivement, les dernières places de stationnement qui resteront, les rares places, hein, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la zone orange, ce sera des places de stationnement en parking. Ensuite, la rentabilité, je ne vais pas dans les chiffres, hein, de façon globale, quand vous ouvrez un commerce, quand vous ouvrez un cinéma, vous n'avez pas besoin pour le rentabiliser d'avoir 100% d'occupation des sièges à chaque séance. Voilà. Heureusement, d'ailleurs. Donc, concernant le parking Victor Hugo, rassurez-vous, il y a aujourd'hui une soixantaine d'abonnements. On retient un parking, tous les parkings en France sont faits comme ça. La moitié des places sont dédiées aux abonnements. On retient actuellement 75 abonnements que l'on n'a pas mis sur le marché et on conserve les demandes de côté pour tout simplement répondre à la demande au moment où on va supprimer les places dans le quartier, en particulier au moment des travaux de l'avenue Victor Hugo qui vont être entamés à partir de la fin de l'année prochaine et au moment où on va supprimer les places sur les quais. Voilà. On sera tous très contents de pouvoir se croiser en longeant les quais de la ville sans être gênés par les véhicules stationnés. Voilà. Donc c'est partie de cette politique-là qui a été clairement affichée. Hein. Donc il y a peu de doute sur le fait que les parkings se remplissent, rassurez-vous, voilà. Sans que ce ne soit des aspirateurs à véhicules. Hervé. Oui, moi je voudrais juste ajouter un petit propos et je pense que sur cette histoire de parking, il faut prendre un peu de recul. Moi je veux l'équipe de Marchand et quand il a créé le parking sous le canal, il a failli être lynché en place publique, jeté au canal avec une pierre autour du cou. Il s'en est sorti et le parking aujourd'hui, et c'est en tant qu'utilisateur que je vous parle, il est plein comme un œuf. Vous y allez aujourd'hui, j'ai garé ma voiture ce matin, je la gare quasiment tous les jours, il est plein comme un œuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos parkings, effectivement, en période hivernale, en période hors tourisme, sont un peu plus libres en termes d'accès. Et je ne vous parle pas de la légende des Sétois qui dit comme il est sous le canal, on risque d'avoir une inondation, donc je ne mets pas ma voiture. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai cette réflexion même dans ma famille. Mais c'est une vue à court terme des problématiques de parking. On crée 3 parkings. Alors on connaît votre position, on a bien lu votre programme de campagne, vous avez lu le nôtre, vous l'avez peut-être lu en diagonale, c'est pour ça que vous êtes contre aujourd'hui, mais on va le faire ce parking et on en a besoin. Pourquoi? Parce que pendant les périodes touristiques, on a besoin de places de parking. Sinon, comment on va accueillir les gens? On a beau avoir des parkings de délestage, vous les citez aussi régulièrement, mais ils sont aussi pleins comme un œuf. Donc on fait quoi? Donc notre travail, vous dans l'opposition comme nous aux affaires, c'est d'avoir une vision au moins à moyen terme, si ce n'est à long terme. Si on ne travaille pas pour l'immédiat, si on ne travaille pas pour aujourd'hui, on travaille pour les années qui viennent et c'est tant mieux. Quant à revenir sur la problématique de la démocratie participative, puisque j'ai le micro, vous savez, comme vous aussi, j'entends les gens dans la rue, j'entends aussi dans ma famille. Au début, j'entendais des gens qui étaient formellement contre. Donc le discours d'opposition systématique, je dirais même dogmatique sur le parking, a été entendu et partagé par de nombreux Sétois. Aujourd'hui, dans les bancs publics, je m'aperçois que si on devait faire le décompte entre les vrais Sétois, les néo-Sétois, les étrangers du dehors, les étrangers d'à côté et ceux qui ne sont pas de chez nous, je ne suis pas certain qu'on atteigne 50%. Vous entendez aussi bien que moi dans la rue. Aujourd'hui, on entend régulièrement, on en a marre de tout ce qui se passe à la mairie sur cette histoire de parking. Il vaudrait mieux qu'on s'entende tous autour de la table pour aller chez les commerçants de toutes les rues aux alentours du parking de la place Aristide-Briand, aller se faire couper les cheveux chez le coiffeur, acheter des fleurs pour sa femme, aller au cinéma. On rentabilisera la période de travaux, qui va être une période difficile. Ça serait plutôt là notre débat démocratique que nous devrions avoir, plutôt que de se chamailler sur des problématiques, oui, je veux le parking ici ou je veux juste à côté. Voilà. Et il y a un regard d'utilisateur et un regard, s'il vous plaît, à moyen et à long terme. Si tout le monde s'est exprimé, non. Monsieur RC, c'est pour les parquets encore? Oui, je vous remercie de ces réponses.
Alors, déjà, je n'apprécie pas qu'on sépare les Sétois systématiquement en Sétois de souche et néo-Sétois, etc. Bon, peu importe, mais c'est quelque chose qu'on devrait éviter de faire. Concernant la rentabilité des parkings, moi je posais cette question, sachant que la rentabilité, ça n'est pas du tout l'argument essentiel pour moi, ce n'est pas la priorité. Les parkings sont un instrument de mobilité, c'est un instrument de politique de la ville. Donc effectivement, si vous m'assurez que notamment ce parking Victor Hugo sera rempli parce que vous allez supprimer des stationnements et que vous allez créer de la mobilité douce, donc notamment des pistes cyclables qui sont très peu présentes, là, effectivement, quelque part, je suis un peu en accord. Simplement, est-ce que vous êtes en capacité de nous fournir le plan et le calendrier de ces nouvelles voies qui vont être créées et des places qui vont être supprimées précisément? Je crois que ça aiderait beaucoup au débat. Là, le débat aujourd'hui est beaucoup plus apaisé. Ça aiderait beaucoup au débat et à la clarté du message dans la ville de savoir précisément à quel endroit on va supprimer des places de stationnement, que les gens qui sont concernés puissent réagir, à quel moment, et à quel moment on va créer des pistes, à quel endroit. Monsieur RC, vous parlez du parking Victor Hugo. Vous vous rappelez, quand la place elle était ce qu'elle était, avec toutes ces voitures dessus, quand la place sera terminée, avec les arbres, la fontaine et les voitures enterrées, imaginez la vue, ce qui va se passer. Je préfère les avoir enterrées que les avoir au-dessus. Et Vincent, on termine. Merci. En ce qui concerne le calendrier, il est assez simple. Il y a une échéance en 2026 et un programme qui a été établi. Alors, comme on a perdu, comme on nous a fait perdre un an sur le parking Aristide-Briand, eh bien, on perdra un an. Donc, il est fortement probable que ce que je viens d'annoncer, eh bien, tous les Sétois en pâtissent, puisqu'on ne pourra certainement pas commencer le parking de la consigne au bon moment. Et donc, peut-être que le futur maire, lui, ne voudra pas le faire. Je ne peux pas m'engager pour ça. Moi, je vous ai dit, je retirerai les places sur le Mall quand on aura construit le parking de la consigne. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire le parking de la consigne avant la fin du mandat. On ne sait pas où sont les procédures. Nous, on avait un timing qui était très clair, qui était celui du mandat. Certains veulent nous faire perdre du temps. Allez leur demander les comptes à eux. Ils vous expliqueront peut-être, plutôt que de compter les arbres et faire des dessins autour des arbres et passer pour les oliberlus de la politique locale, vous prenez votre petit bâton de pèlerin, je vous dis vous, je le dis à eux aussi, allez compter le nombre de places qu'il y a le long des quais, allez compter le nombre de places dans toutes les rues où il y a 2 côtés de stationnement et où il y a besoin de pistes cyclables, ça vous fera prendre l'air pour certains, je le dis de façon publique, je ne vous le dis pas à vous, monsieur Arcet. Et on commencera peut-être à réfléchir. Là-dessus, la démocratie participative est très intéressante, d'ailleurs. On voit très bien que lorsqu'on commence à vouloir toucher aux places de stationnement qui sont devant la maison, on voit le tollé. Voilà. C'est là qu'il faut avoir du courage. C'est d'expliquer qu'il va falloir se passer de quelque chose qui tient à l'habitus, qui est très compliqué de toucher à l'habitude, que ce soit le stationnement et la mobilité, on touche aux habitudes. C'est très compliqué. Et on voit généralement que tout le monde est très accroché à sa place de stationnement devant la maison, donc on n'en est pas encore à la mobilité douce. Ça s'est souvent fait dans la force, la mobilité douce. Voilà. Georges Frêche le fait à l'époque. Je ne veux pas faire mon Sébastien Denajar, qui n'est pas là aujourd'hui, à citer Georges Frêche. Mais ça s'est fait dans la douleur. Voilà. C'est une révision de plan de circulation, c'est une révision de plan de stationnement, c'est une politique qui est très ambitieuse, celle que nous voulons mener, qui est assez compliquée. Le jeu politique veut qu'on nous mette des bâtons dans les roues. On s'en sortira, ne vous inquiétez pas. Mais le but affiché, je le dis, je le redis, je le redirai, c'est de supprimer du stationnement dans la ville. Et une fois qu'il y aura 3 parkings, il y aura encore moins de place que maintenant. Et posez-vous, puisque mon collègue a posé la question tout à l'heure du moyen terme et du long terme, posez-vous la bonne question. Le jour où on a créé 3 nouveaux parkings, mais si on a vraiment réussi la mobilité, si vraiment on voit qu'il y a encore moins de voitures dans la ville et qu'on n'arrive pas à remplir les parkings, eh bien peut-être qu'on portera un projet de démolir celui idéal. Et on refera un pavillon Baltard. Peut-être. Bon, moi, d'ici là, j'aurai les cheveux blancs. Mais c'est comme ça qu'on conçoit une ville. Ce n'est pas la petite politique du quotidien. On va arracher l'arbre demain, il aura le temps de repousser l'arbre, ne vous inquiétez pas. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec nos parkings dans l'avenir et comment va se gérer la politique dans l'avenir. Ben, on rasera l'ancien, on fera quelque chose de plus beau et on aura des parkings modernes à côté. Voilà, peut-être. C'est une éventualité. Posez-vous les bonnes questions.
Alors, Non, mais merci, là, s'il vous plaît. Bien. Du coup, on n'a pas de carte précise et de calendrier précis. C'est ça la question. Parce que, moi, je suis d'accord avec vous. Vous dites sans arrêt, il y aura 1500 places de libres, il y aura 1500 places, il y aura 1500 places de supprimées. Mais où et comment? Voilà, quels sont les... Alors, vous avez bien compris, encore une fois, que non, il n'y a pas de date établie, puisque vous avez bien compris qu'on touche aux habitus, et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, et que, par exemple, concernant le quartier Victor Hugo, eh bien, aujourd'hui, on est sur les calages des travaux de l'avenue qui vont impacter l'avenue Victor Hugo. Donc, dans des premiers temps, je ne peux pas s'amuser à supprimer 100% du stationnement qu'il y a autour. Donc, il y a le tempo, si vous voulez, les lieux de suppression sont connus. La temporisation, aujourd'hui, s'adapte à l'évolution du projet et au calage des différents projets. La rénovation de l'avenue Victor Hugo, on n'en parle pas depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, à la date où on est, je suis incapable de vous dire si on va commencer d'un côté ou si on va commencer de l'autre. Voilà, tout simplement, parce qu'il faut faire intervenir les réseaux. Et donc, on va impacter le stationnement, donc on ne peut pas, pour l'instant, supprimer autant qu'on en voudrait. Et sachez que je bataille au quotidien parce que j'aimerais aller beaucoup plus vite. La vraie frustration des politiques, c'est de devoir faire une politique en 6 ans, qui est celle du mandat, parce que je n'ai pas l'impression de vouloir durer, dans tous les cas. C'est pas un scoop. Et donc, effectivement, notre volonté de supprimer, de façon très claire, si vous voulez, les lieux, ben, vous prenez le canal Royal, c'est notre axe principal. Ben, c'est aujourd'hui scandaleux d'avoir du stationnement le long des quais. On nous a reproché de ne pas faire d'aménagement au quai de Bosque. Je vous prends un exemple très typique. Le quai de Bosque, aujourd'hui, on a ouvert le parking Voslo, on a supprimé le stationnement sur le quai de Bosque sans en faire d'aménagement. C'est un non-aménagement, tout simplement parce qu'on ne voulait pas avoir 60 véhicules de plus stationnés dans la ville. C'est une preuve criante du fait que la création de parking ne crée pas plus de stationnement dans la ville. Donc, ça s'est fait au mois de juillet, et on n'allait pas entamer des travaux en plein mois de juillet sur le quai de Bosque. En plus de ça, de façon domaniale, il n'est pas à nous, en plus de ça, puisqu'il appartient encore au port, sur plus qu'ailleurs, puisque c'était l'ancienne zone portuaire il y a encore pas si longtemps que ça. Donc, aujourd'hui, on s'adapte en termes de timing parce que c'est une politique qui est très ambitieuse. Donc, au quai de Bosque, on a supprimé, le jour où on a ouvert le parking Voslo, on a supprimé 60 places sur le quai, sans pour autant y faire l'aménagement. Et très sincèrement, le fait de réhabiliter, il y aura au total peut-être 2 km de voirie qui sont concernés par ça. Je vous avouerai qu'on ne va pas s'amuser à réaménager peut-être 1 km de quai sur le mandat. Financièrement, ça ne passera pas dans tous les cas. Donc c'est un projet à long terme, mais qui vise à la suppression du stationnement. Donc il y aura du provisoire, comme on le fait maintenant. Je vois mon collègue qui rigole des finances. On fera du provisoire, on s'adaptera dans les premiers temps, et ensuite, sur les prochaines années, eh bien, on aura le loisir de faire un petit peu comme sur le quai Suquet, de beaux aménagements. Voilà. Mais c'est une réunion, je l'ai dit plusieurs fois et je vous le redis, il ne devrait pas y avoir de secret pour l'opposition. Donc, si vous nous sollicitez, et je pense qu'on devrait le faire, sur ce plan de suppression de stationnement, je suis tout à fait à l'aise de vous rencontrer, ou qu'on puisse se rencontrer, que ce soit l'opposition ou mes collègues qui connaissent déjà plus ou moins nos projets, autour d'une réunion concernant ces suppressions, puisque c'est toujours bon de travailler de concert là-dessus. Voilà. Je vous présenterai ce qu'on compte faire et vous nous donnerez votre avis. Voilà. Je pense que c'est un peu votre question. Si tout le monde a pu s'exprimer, on va passer à l'ordre du jour. Première délibération. Je crois que François Escarguel quitte l'Assemblée. Et je passe la parole à Francine Hernandez. Merci, Madame le maire, de me passer la parole. Merci, chers collègues, d'être présents pour ces délibérations, effectivement, et à ce conseil municipal extraordinaire pour permettre à l'ensemble des exploitants de pouvoir ouvrir à une date qui va leur permettre, effectivement, d'assumer la saison 2023. Ceci étant, la délibération concerne l'approbation des choix des exploitants pour les lots de plage et sous-traités d'exploitation pour les années 2023 jusqu'aux années 2032, c'est-à-dire pour les 10 années à venir. À l'issue de ces procédures et des passations, au vu des critères de choix de prise en compte par les représentants du concessionnaire et de l'avantage économique global qui a conduit ces derniers à proposer et à retenir pour la gestion des services publics de bains de mer, pour ces années que je viens de citer, l'ensemble des lots qui suivent, lot 1, La Praia, lot 2, SAS Fantasy Park, lot 3, Les Pieds dans le Sable, lot 4, lot décalé et déclaré, sans suite, le lot 5,
pour la SARL La Voile Rouge, le lot 6 pour l'Ouragan, le lot 7 pour l'Arche ACD, le lot 8 pour la SARL BCDG et pour le lot 9, la SAS, le Cabanon de la Plage. En vue, bien sûr, de cette délibération, compte tenu de ces divers éléments, je vous propose d'approuver le choix des exploitants, d'approuver la convention d'exploitation, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, d'autoriser le trésorier municipal à percevoir les recettes relatives aux redevances et de prendre acte de la déclaration sans suite du lot 4 dans les règles d'attribution requises par rapport à la situation. Merci Francis Hernandez. Y a-t-il des questions? Madame Le Sage. Voilà, tout d'abord, je voudrais commencer par une note positive, remercier les services pour la qualité de présentation des dossiers. Mais cependant, regretter que les dates des CCSP aient été placées en pleine période estivale, le 12 août pour la première, le 2 septembre pour la seconde, alors que les gens qui travaillent étaient en vacances ou bien en période de rentrée. On savait qu'on devait renouveler les concessions pour une période de 10 ans, vous l'avez dit. Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper un petit peu plus dans la présentation et la préparation de ces dossiers? Alors, après lecture des dossiers, j'aurai plusieurs remarques et questions. Concernant d'abord les critères d'appréciation de notation des différentes propositions. Une interrogation sur le critère 4 qui s'intitule « Développement durable », lequel compte, je le rappelle, vous le savez, mais pour 15% de la note finale, lequel est également subdivisé en 2 sous-critères, dont le second compte pour 50% de la note et qui est intitulé comme suit « Valorisation de la ville dans l'exploitation du service et pratique du candidat en matière sociale ». Alors je m'interroge, quelle signification précise des attentes de la ville dans ce domaine? Quel rapport avec les questions d'environnement durable? Ça n'est pas évident et les réponses fournies par les prestataires ne sont pas non plus toujours très, très claires. Concernant le critère 1, la qualité de service, qui compte pour 20% de la note et inclut la restauration, il me semble, après examen des réponses, qu'on serait peut-être en droit d'attendre, je le dis comme je le pense, un meilleur professionnalisme de certains candidats et par voie de conséquence un meilleur service pour les clients, un meilleur rapport qualité-prix aussi des prestations. Aucun, en effet, ne présente de la belle qualité, si ce n'est l'offre d'Arelia, mais qui évoque, et très vaguement et après négociation, un label fait maison. En tout cas, très très peu de labels concernant cette offre de restauration, et je trouve que c'est dommage. Sur le critère des aspects économiques et financiers, qui compte pour 25% de la note, nous partageons l'avis de la Commission qui aboutit à ne pas retenir l'offre qui ne présentait pas de garantie financière suffisante. C'est l'offre de Gotha Bar, je crois. Cela dit, au regard de la bonne, voire très bonne rentabilité de ces affaires, malgré la période du Covid, on peut quand même se demander pourquoi les redevances envers la municipalité, envers le concédant, ne sont pas plus élevées. Il me semble que la municipalité est très généreuse, et notamment s'agissant de la part variable, puisqu'il y a une redevance qui est divisée en 2 par le taux fixe à 30 € le mètre carré et taux variable à 15 € le mètre carré. Je m'interroge sur cette différenciation et sur le fait que finalement ça fait peu de rentrées financières pour la ville, alors qu'il y a quand même des services, je dirais, d'aménagement de la plage, de sécurisation, de surveillance, de propreté qui sont apportés et qu'on serait peut-être en droit d'attendre, c'est tout le moins, que les conventions de passation soient un petit peu plus claires, notamment sur les questions, je pense, d'hébergement et de formation des saisonniers, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs saisonniers dans ces paillotes, qui sont souvent des travailleurs sous emploi précaires, et il me semble qu'on pourrait développer, j'allais dire, je ne sais pas si c'est fait, en tout cas je pose la question, une offre de collaboration qui soit plus bénéfique pour ces travailleurs finalement. Alors concernant les différents concessionnaires, la plupart des gérants ou des prestataires sont connus, donc il y a un nouveau
Dans le paysage, c'est LPDS, les Pieds dans le Sable, qui est en fait le groupe Arelia. Alors certes, le dossier est professionnel, mais pour autant, je me suis posé un certain nombre de questions, parce que j'ai vu dans le rapport de la CCSP qu'il y avait un hôtel à proximité à venir. Alors je pose la question, où, quand, quel est le lien entre cet hôtel et la restauration de plage. J'ai vu que le président de la société Les Pieds dans le Sable était un spécialiste des résidences seniors services. Bon, je me suis posé un certain nombre de questions sur les liens avec l'hôtellerie dans ce domaine. D'autre part, ça pose aussi d'autres questions. Les règles du Code de l'environnement sont claires concernant l'accès public aux plages. Et donc, compte tenu de ce contexte, la loi est claire. Sur le dossier, sur le papier, les candidats s'engagent toujours à la respecter. Le problème, c'est son application et sa vérification. Donc, je pose la question, est-ce qu'on a des garanties dans ce domaine sur le libre accès à la plage et la libre fréquentation de la restauration dans ces projets? Pour finir, je dirais que ça serait, à mon sens, malvenu dans le contexte économique incertain actuel et suite à la pandémie. Notamment, on enverrait un mauvais signal, me semble-t-il, envers les TPE et les PME si l'on votait contre l'implantation de ces paillotes. Tout de même, je voudrais personnellement remarquer que les dossiers pourraient être travaillés avec un plus grand professionnalisme et qu'on serait en droit d'attendre plus de précision sur l'ensemble des critères. Parce qu'il y a par exemple des dossiers sur les notes sont bonnes, mais quand on lit le rapport de synthèse, bon, il n'y a pas grand-chose derrière en termes de restauration. Quand on écrit qu'on va servir des tapas, des salades, et qu'on a une qualité de service qui est notée quasiment au maximum, ça m'interroge. Voilà. Merci Madame Lesage. Francis Hernandez va vous répondre. Oui, merci beaucoup. D'abord, on reprendra point par point, si vous voulez, parce que là, de seul coup, j'aurais du mal à répondre à toutes vos interrogations. Ravi quand même que vous preniez attache et attention des professionnels qui vont s'installer effectivement sur la plage. Alors déjà, à brûle-pourpoint et plutôt dans le style brouillon, je vais vous répondre par rapport à l'ensemble des questions. Nous avons lancé une procédure et l'étude a été portée par le bureau d'études Espelia, un bureau d'études connu, reconnu, puisqu'il a été créé par la Fédération nationale des collectivités et des maires, ce qui fait que ce cabinet était quand même pour nous le cabinet qui pouvait nous accompagner au mieux sur cette situation. On a lancé une procédure, et vous l'aviez voté effectivement au dernier conseil municipal, sur une période de 10 ans. Nous aurions pu faire sur une période de 2 fois 5 ans, et c'est justement pour répondre déjà à une de vos inquiétudes, pour le professionnalisme que l'on souhaitait et que l'on souhaite imposer aux nouveaux candidats sur les lots de plage. Sachez qu'aujourd'hui, pour eux et pour les 10 ans à venir, ça ne va pas se passer comme ça se passait auparavant, c'est-à-dire que chaque fin d'année, comme d'habitude, ils auront l'obligation de faire un rapport. Sur l'étude et sur l'analyse du dossier que vous avez pu voir, il y a quand même des obligations d'investissement pour chaque établissement à plus de 100 000 € par an pour effectivement prouver l'évolution et la qualité de ces établissements. J'ai été très surpris, je ne vous le cache pas, d'avoir eu si peu de candidats sur l'ensemble des lots, puisque effectivement sur 10 ans, c'était même ma crainte que j'avais soumise à mes collègues élus et tout particulièrement à monsieur le maire, en lui disant je tiens à ce que ce soit 10 ans par rapport à l'amortissement des établissements, mais on risque d'avoir un vrai souci, c'est d'avoir pléthore de demandes et pléthore de candidats, ce qui n'a pas été le cas dans la configuration. Pour répondre à la première question, parce que là je viens à vos questions, première question où vous parlez du critère 4, qui correspond effectivement à toute la partie environnementale. Eh bien, sur cette procédure-là, là aussi,
C'était une volonté affichée de notre part et suivie et appuyée par Monsieur le maire, puisque c'est la seule ville aujourd'hui de France et de Navarre qui a demandé un critère à hauteur de 15%, puisque en ce qui concerne la partie environnementale sur l'ensemble des projets, c'est maximum 5-6%, et nous avons mis, nous, là, 15% sur le quatrième critère. Alors effectivement, il y a des conditions, et ces conditions vont être suivies ardemment et strictement, et je vous garantis qu'ils le savent, puisque si vous aviez pu participer, et je l'entends, ce que vous venez de dire, mais moi aussi je travaille, et j'étais présent dans ces commissions, et d'autres collègues étaient aussi présents, malgré le fait que ce soit en vacances scolaires. Preuve année, vous êtes là aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous. Ceci étant, ils ont entendu de notre part qu'il fallait impérativement qu'ils respectent à la lettre tout ce qui a été mentionné sur l'ensemble du dossier, car vous le savez, et cette fois-ci, je ne me retiendrai pas d'annuler soit le suivi de l'implantation du dossier, soit effectivement le non-renouvellement les années suivantes de la concession. Il va falloir impérativement que l'ensemble des professionnels rentrent dans le critère de ce qu'on leur a donné. Et je crois qu'ils en sont tous pleinement conscients, d'autant que, sans aucune ambiguïté là-dessus, ils sont en place pour 10 ans. Et qu'à partir de là, ils se doivent un certain respect vis-à-vis de la concession que l'on leur accorde, bien sûr, pour les 10 années à venir. Ça, c'était la première question. Excusez-moi du peu, mais après, je suis un petit peu perdu parce que vous m'avez abreuvé de questions et je n'ai pas tout retenu, je n'ai pas tout noté. Allez-y. La deuxième question, c'était quoi? J'avais une question sur la qualité de service et la labellisation dans ce domaine. Je trouvais que le dossier n'était pas très... Voilà. Exact. Alors, en ce qui concerne la labellisation, effectivement, c'est le cabinet Espelia qui nous a orienté là-dessus, puisque, malgré le fait que je sois dans le système, je n'avais pas, moi, mis le niveau de label et analysé l'ensemble des labels. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des professionnels se sont engagés sur des labels que vous connaissez peut-être ou que vous ne maîtrisez peut-être pas. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont bien sûr les produits faits maison. Il y a des labels qualité qui ont été proposés par plusieurs professionnels. Là aussi, croyez-moi, on va analyser, prendre le temps de suivre cette situation avec l'obligation, bien sûr, de travailler des produits locaux. Par contre, je vous ai entendu parler de tapas. Ben, pour moi, si ce sont de bons tapas, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème à manger des tapas dans certains établissements. Voilà, sur la situation. Pardon? Je n'ai pas répondu à la question? Non? Ah non, je n'ai rien. Ah, pardon, je croyais. C'est bon, là? Hein? Sur cette question 2, la question 3? C'était sur le Arelia, le groupe Arelia, et la présence d'un hôtel à proximité de la plage, l'accès, enfin de la paillote. Oui. Ou est-ce qu'on peut encore appeler une paillote? Oui, tout à fait. L'installation qui va se mettre en place. Alors, là aussi, vous vous doutez bien que nous nous sommes interrogés sur l'ensemble de ce dossier, puisqu'effectivement, il n'y a pas de secret là-dessus. L'établissement qui va s'installer sur la plage, le groupe positionne un hôtel à la place de la Conga. Alors, vous avez parlé de maisons de retraite, je l'ai entendu, mais ce n'est pas leur seule vocation, puisqu'en plus, ils sont déjà habitués à gérer des établissements de plage puisqu'ils en ont un à la Grande Motte. Ils sont habitués à gérer des hôtels puisqu'ils ont plusieurs hôtels 4 étoiles. Et le projet, effectivement, c'est d'aménager à la place de la Conga un hôtel 4 étoiles. Ceci étant, l'ouverture de cet établissement, que je sache, est prévue que dans 3 ans de mémoire, le temps de réaliser l'ensemble des travaux, de déposer les permis. Vous connaissez la lourdeur des procédures. Je ne pense pas que cet hôtel voit le jour d'ici les 3 prochaines années. Ceci étant, le pétitionnaire s'est engagé d'installer l'établissement dès la saison 2023, ce qui, effectivement, n'est pas obligatoirement
une dépendance de l'hôtel qui sera construit sur la partie arrière, puisque au moins pendant 3 ans, il va exploiter la totalité de la plage. Ceci étant, nous sommes quand même garantis avec le groupe Espelia, effectivement, d'avoir un engagement de plus de 75% ouvert à la clientèle extérieure de l'hôtel sur ce restaurant. Mais ne vous inquiétez pas, ça aussi, comme nous l'avons écrit, nous le suivrons. Ça ne sera pas une plage privée, ce sera un accès au public et à tout le monde. Voilà, c'est ce que peut-être vous sous-entendez. Non, mais c'est vrai qu'il est important, me semble-t-il, de se poser la question, parce que vu le resserrement géographique des emplacements, on va bientôt arriver à saturation de l'espace public et des plages publiques sur la zone qui va de... Alors là, quelle porte ouverte! Quelle porte ouverte! Merci de cette intervention. D'abord, je voudrais recentrer le débat. Contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas une condensation des établissements sur la partie urbaine, puisque l'ensemble des lots, y compris celui-là, existait. Je vous rappelle quand même l'historique des lots de plage, puisque j'étais à l'issue quand même en 2001-2002 de la gestion du domaine maritime. Il y avait 18 lots là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de création supplémentaire de lots, parce que là aussi, je ne voudrais pas que ça parte en biberine par rapport à la situation. C'est l'attribution des lots qui étaient déjà en place et qui n'avaient pas eu preneur en son temps. Aujourd'hui, la situation est celle-là. Dire que le positionnement, effectivement, tout simplement parce que c'est un peu comme le lot 4. S'il y avait eu d'autres candidats, peut-être qu'on n'aurait pas retenu celui-là, je n'en sais rien. Je ne peux pas présager, mais une chose est certaine, c'est que sur le lot 3, nous n'avions qu'un candidat. Et bien sûr, le candidat du lot 3, qui n'a aucune connotation, puisque ce sont deux structures quand même complètement différentes, eh bien oui, a un projet d'hôtel sur la partie de l'hôtel anciennement de la Conga. Ça, c'était la troisième question. Je crois qu'il y en avait une quatrième, j'ai même cru oui, comprendre il y qu'il y en avait avait une les cinquième. questions liées à l'accueil, l'hébergement des saisonniers et les discussions que vous avez avec les prestataires sur ces questions-là, et puis la question de la formation aussi, parce que c'est important. En fait. Alors, ça aussi, c'est une très bonne intervention de votre part, et croyez bien que... je vous remercie. Oui, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Quand tout est constructif, il n'y a pas de souci. On peut débattre lorsque c'est constructif. À partir de là, effectivement, sur cette situation-là, nous aussi, on s'y est penché longuement sur comment héberger nos saisonniers, parce que c'est un vrai fléau, et croyez bien qu'avec la profession, avec les représentants de la profession, que ce soit local, départemental et même national, puisque j'étais dernièrement à un congrès de l'hôtellerie, c'est un vrai souci, et effectivement... ils sont en train d'analyser avec l'État la possibilité de réaliser. Et d'ailleurs, avec certains de mes collègues autour de la table, on est en train effectivement d'essayer de trouver des solutions pour proposer. Mais faut-il que les contrats aussi pour ces saisonniers puissent perdurer ? Parce que leur proposer des contrats que 6 à 8 mois, effectivement, soit on va avoir des continuités au travers de la formation, soit la possibilité de pouvoir jubiler avec d'autres contrats pour pouvoir pérenniser leur emploi et pour trouver les solutions d'hébergement, bien sûr. Et il y avait une cinquième question, je crois, si je me souviens bien. Non ? Là ? Ah oui, la redevance. Ah, la redevance, oui, ça va être intéressant. Alors, je vous avoue que avec mon petit cerveau, par moment, il faut que je prenne du temps, et heureusement, et je vous remercie d'avoir aussi remercié les services qui travaillent à nos côtés et qui, effectivement, ont fait un travail considérable là-dessus. Mais j'ai une autre intervention quand même que j'ai oubliée, pardon, sur le fait de ramener l'ensemble des établissements sur le domaine urbain et sur la partie... mais on y reviendra sur cette partie-là. Je reviens effectivement sur les services. Et pour quelle raison je vous disais mon petit cerveau? Parce qu'il y a ce que l'on appelle la part fixe et la part variable. Alors j'avoue qu'à un moment donné, je n'ai pas très bien compris où était la part fixe, où était la part variable, si ce n'est que j'ai bien analysé
qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez, eh bien, la ville va quand même encaisser 22% de plus de ce que nous encaissions auparavant, avec quand même un delta pour la ville de 137 000 euros, hein, en gros, hein, parce que je n'aime pas lire mes documents, mais je vous donne ce que j'ai et ce dont je suis sûr comme élément. À partir de là, ça fait une augmentation de plus de 22%, à savoir qu'effectivement, sur la partie mètre carré, la mise à prix que vous avez vu, c'est 30 € le mètre carré. Beaucoup de professionnels ont effectivement surenchéri là-dessus, ce qui fait qu'on a même des professionnels qui nous proposent jusqu'à 45 €. Ceci étant, je ne suis pas non plus né de la dernière pluie, il va falloir analyser en face le chiffre d'affaires, puisque je vous rappelle que sur le chiffre d'affaires, il y aura une redevance de 1,75% du chiffre d'affaires réalisé par les établissements. Voilà. Et on a pris le temps d'analyser. A besoin d'être revu, suivi là-dessus, hein, parce que, je vous le redis, on ne fera pas prendre à nous des vessies pour des lanternes sur les prochaines procédures sur la gestion des établissements de plage, ce qui fait à peu près une redevance sur l'ensemble des établissements de 440 000 € pour l'année 2023, avec l'espoir bien sûr d'une progression, puisque l'ensemble des établissements doivent pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, puisque je vous rappelle quand même qu'ils sont là pour 10 ans. Et au passage, je vous rappelle quand même, et je vous l'avais précisé d'ailleurs à plusieurs reprises, que jusqu'ici, nous ne payons que 15 000 € à l'État d'occupation du domaine maritime, mais que je vous ai rappelé à plusieurs reprises que l'État, à partir de 2022, nous demande 30% du chiffre d'affaires réalisé sur le domaine maritime. Ce qui veut dire que au lieu de 15 000 €, nous allons passer à 120 voire 130 000 € pour l'année 2023, en sachant qu'on a déjà un delta sur l'année 2022, c'est pas nous qui l'avons géré. Ok. J'ai répondu à la... Oui, je vous remercie. Il y a du travail. Bon, oui, le rapprochement, pardon. Oui, bien sûr, puisqu'il y a une zone, vous le savez, aujourd'hui, où le dernier décret nous a imposé cette situation, la part urbaine et la part effectivement protégée. Nous avons 12 km aujourd'hui de part protégée là-dessus, et le fait de ramener l'ensemble des établissements en zone urbaine, bon, certes, comme vous, hein, je suis un élu, j'applique le texte, j'applique la loi, mais ceci étant, je pense que ceux qui sont montés au créneau sur la plage de Sète pour enlever, ou tout au moins de ne pas analyser certains décrets par rapport aux zones, aux situations et aux aménagements, je pense que là, il lui fallu quand même réfléchir un petit peu sur la situation. Parce que certes, la plage de Sète est une plage remarquable, on ne va pas revenir là-dessus, mais en fait, c'est quand même une plage que nous avons créée. Et je reviens sur le fait de dire que si nous avions des établissements de plage sur d'autres parties, ça nous sécuriserait, ça nous tranquilliserait, et il y aurait un peu plus d'entretien, parce que je ne pense pas que ce soit les établissements de plage qui provoquent la submersion marine de nos côtes, loin s'en faut. Ceci étant, j'applique la loi comme nous tous autour de cette table, et je me plierai au décret qui oblige à implanter les établissements en zone urbaine. Mais de grâce, que personne ne dise que nous avons concentré ou condensé des établissements sur la partie urbaine. Ces lots existaient, ils n'avaient pas preneur. De ce fait, nous avons pu replacer l'ensemble des lots. Quant au lot 4, effectivement, il n'y a pas eu preneur. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu un candidat sur ce lot, mais ce candidat ne présentait aucune garantie financière, avec un chiffre d'affaires qui n'est même pas le chiffre d'affaires d'un restaurant de la ville, que je sache. De ce fait, bien, ce candidat n'a pas été retenu, et sur le lot 4 et sur le lot 5, nous avions le même candidat, c'est-à-dire la Voile Rouge, qui s'est positionné sur le lot 4 et sur le lot 5, avec une priorité sur le lot 5. De ce fait, effectivement, on lui a attribué le lot 5 et pas le lot 4,
Mais je redis, et je me doute que l'ensemble des professionnels l'entendent aussi, attention à l'implantation, ce sera à la lettre des plans déposés et que chaque fin d'année, on aura des rapports, mais des rapports qui seront des rapports sérieux et qui seront analysés avec précaution. Merci Francis. Alors, Monsieur Pacul, Monsieur Jean. Monsieur Pacul. Allez, les plages. Madame Le Sage, Francis, je éteignez préfère votre ta place micro. que la mienne. Excusez-moi, je préfère être à ma place qu'à la tienne ce soir. Mais par contre, il faut, et à juste titre, défendre les établissements des plages et défendre les délégations de services publics, des bains de mer, comme ils les appellent. Et moi aussi, je tiens à féliciter l'ensemble des services pour avoir rondement mené ce dossier, et aussi à conforter l'élu que tu es là-dessus, parce que je connais la pression qu'on peut avoir sur ces dossiers-là. Et elle n'est pas si facile que ça. Puisqu'il faut savoir quand même que, et je vais être très gentil avec vous ce soir, mais il faut dire quand c'est bien, on vient de loin. Parce qu'à la base, tout a été entendu il y a 4-5 ans par les services de l'État sur la suppression éventuelle des bains de mer, des plages, sur des horaires d'ouverture aussi fantasques que le coucher du soleil. Vous irez le gérer au mois de mai et au mois d'août pour arriver à avoir du personnel qui puisse être géré, et sur la longévité des conventions. On voit de nets progrès sur la longévité des conventions, ce qui est un bien pour l'investissement, si tant est qu'il ait lieu, et je n'ai pas de doute, vu les professionnels qui sont en place, que celui-ci aura lieu. On en parlera tout à l'heure pour le casino d'ailleurs. Cette pérennité de 10 ans est bien, mais elle va à contresens dans le casino. Derrière ça, on voit la stupidité d'une politique soi-disant écologiste, mais qui va toujours dans le sens d'empêcher au lieu de permettre d'évoluer. Tu l'as dit, on garde le même nombre de lots, mais on a réduit l'emplacement de ces lots. Ce qui est complètement stupide par rapport au stationnement, ce qui est stupide par rapport à la soi-disant zone naturelle, puisque la zone naturelle, elle a été aménagée, il n'y en aurait plus, ça serait une route cassée. Elle a été aménagée avec les deniers des Sétoises et des Sétois. Du coup, quand on voit le nombre de candidats, et on s'en est étonné lors des précédentes DSP aussi, je crois que c'est Sébastien à l'époque qui m'adressait ces questions-là, on s'aperçoit finalement que la poule ne fait pas tant d'œufs dorés que ça, parce que sinon il y aurait des candidats partout. Et ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire aussi que les professionnels qui sont là, certes, font un joli chiffre d'affaires, mais par contre, ces candidats-là aussi ont beaucoup de risques par rapport à leur exploitation, beaucoup d'incertitudes, il faut être financé pour ça, et donc on se retrouve avec un candidat par lot. Est-ce qu'aussi ça dénote un manque d'attractivité de ce qu'on peut proposer? On peut aussi se poser la question là-dessus, et je pense qu'il faudra se la poser, on a le temps, mais dans les années à venir, parce que c'est peut-être aussi un symptôme à traiter par rapport à cela. Espérons que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problématiques qui seront soulevées par la suite pour empêcher l'installation des professionnels qui en ont besoin et que ceux-ci assumeront le cahier des charges qui leur a été donné, puisqu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été portées, et de notre part, on ne pourra que s'en féliciter. Dernier point, on connaît la propension des associations écologistes, si on peut appeler ça des écologistes, quand on a vu ce qui se passait ce week-end, d'empêcher tout en zone naturelle. À mes côtés, j'ai un député qui est Aurélien Lopez-Ligori, qui n'a de cesse que de vouloir défendre ces dossiers-là, et les députés du groupe Rassemblement National sont dans cette même optique. Donc nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous accompagner en cas de problème. Merci. Monsieur Jean. Merci. Concernant le lot numéro 4, même si nous avons eu quelques éléments de réponse, il nous est proposé de le déclarer sans suite. Cela signifie-t-il que ce lot est définitivement abandonné ou fera-t-il l'objet d'une nouvelle candidature? Concernant le lot numéro 3, les pieds dans le sable, il semble que cette SARL s'est constituée pour la circonstance, uniquement pour faire acte de candidature. Quand on fouille sur l'analyse des garanties financières, détaillées dans le rapport, on se rend compte que les pièces présentées sont celles du groupe Arelia, actionnaire de la SARL, mais qui est surtout une société d'investissement. Elle est même actionnaire sur d'autres sites touristiques, ça a été cité. On vous demande de nous confirmer si cette société d'investissement est liée au groupe Promeo ou M. Ganivenc. Quoi qu'il en soit,
Cette offre repose sur une structure avec un profil qui n'est pas celui des autres candidats sur les autres lots. Nous notons également que cette société d'investissement présente un niveau de dette et d'emprunt supérieur à son chiffre d'affaires. L'ensemble de ces éléments nous interpelle fortement, une fois de plus, sur la validité de cette proposition. Sur les autres candidatures qui nous sont proposées, c'est les mêmes exploitants qui candidatent et qui sont retenus. En tenant compte des remarques énoncées sur le lot numéro 3 et en tenant compte également que le dossier d'attribution des paillotes a fait l'objet d'une procédure judiciaire avec condamnation du maire à de la prison avec sursis pour délit de favoritisme, jugement aujourd'hui en appel, cela nous conforte dans notre position de ne pas voter pour. Toutes mes excuses. Je vais répondre à Sébastien Pacul d'abord, peut-être. Oui, oui, merci. Je vais répondre aux deux, effectivement, mais on reviendra. Bon, pour M. Pacul, oui, effectivement, j'ai bien entendu, et je rappelle quand même que l'enquête publique avait rendu un avis très favorable, sans réserve, sur l'ensemble des documents, et je rappelle aussi que Monsieur le Préfet a validé l'ensemble de la situation le 17 octobre par l'arrêté préfectoral pour l'approbation des plages pour les 10 années à venir, ce qui est de bon augure puisqu'on aura des établissements de plage au moins sur la partie urbaine pour les 10 années à venir. Je vous remercie de m'avoir remercié, d'avoir remercié les services. Faites-le aussi de temps en temps sur Facebook. Allez, je vais répondre peut-être à Monsieur Jean sur l'ensemble des questions. Alors, il y en a plusieurs. La première, comme ça on va les laguer tout de suite, parce qu'il ne faudrait pas encore que ça parte en bibrine de ce côté-là. Monsieur Ganivin, absolument rien à voir. Certes, peut-être que Monsieur Ganivin avait acheté cet établissement. L'a-t-il revendu? Oui. Il n'a plus rien à voir sur cette structure. C'est bien une nouvelle société qui a l'habitude de gérer un parc hôtelier qui n'a absolument rien à voir avec la gestion hôtelière ni immobilière de M. Ganivin. Quant à la société, vous dites que effectivement, il apparaît une situation négative. Alors, je vous avoue que on en a parlé pendant la commission, mais ça n'a aucune connotation avec la gestion de la partie hôtelière et de cet établissement pour lequel, je vous redis, n'a aucune relation aussi, mais comment expliquer la différence entre le fait que ce soit bien un établissement de plage, certes, et ils enverront sûrement des clients comme le font d'autres hôtels aujourd'hui. Hein. On a un hôtel qui s'appelle le Venise, on a d'autres hôtels sur la Corniche qui doivent quand même envoyer des clients, et merci mon Dieu pour nos établissements de plage sur la plage. Pour le lot 4 resté sans suite, est-ce qu'il y aura une autre procédure d'appel à candidature? Je vous avoue que j'y ai réfléchi. Mais je vous rappelle qu'une procédure de mise en concurrence, c'est au minimum 18 mois. Alors, lancer une procédure aujourd'hui pour rien avoir l'été prochain, je me suis dit, il n'y a pas le feu. D'autant que je suis un petit peu... Alors, je ne voudrais pas vous contrarier sur l'analyse que je vais vous donner, mais j'aimerais que cette soit un peu lourde et j'irai dans la grotte pour effectivement pouvoir faire modifier le décret. Et si tel était le cas, quel plaisir de pouvoir remettre en lot des lots aux 3 digues. Et si tel était le cas, bien sûr, on relancerait une procédure et on y mettrait le lot 4 dedans. Ceci étant, je me vois mal lancer la procédure pour la saison à venir, à voir, à suivre. Pour l'instant, je vous avoue que je ne suis pas enclin à cette situation. Ai-je répondu à toutes les questions? Merci pour tous vos échanges. Monsieur Hercé. Oui, juste, je rebondis. Je vous remercie de toutes ces réponses. Je rebondis puisque M. Pacul a mentionné notamment les associations écologiques. Bon, je ne suis pas leur représentant. Il y a énormément de courants différents et de gens qui ne sont pas politisés d'ailleurs, qui le font pour d'une façon bénévole. Donc, c'est très bien.
ces gens ont souvent une action très positive. Effectivement, je trouve que la solution qui est choisie ici, et là je vais dans le sens de tout le monde, c'est une solution qui finalement est un compromis assez correct, puisqu'il semble satisfaire pas mal de monde. On maintient les paillotes le plus grand nombre possible, on les maintient proches de la ville. C'est l'État qui a imposé cette réduction du territoire, hein. Ce n'est pas les écologistes, ce n'est pas les associations, c'est l'État lui-même qui l'a décidé. C'est fait dans le sens d'améliorer la biodiversité, ou en tout cas de la laisser tranquille. Et ça a toujours un sens, puisqu'on a eu un événement assez extraordinaire cet été qui devrait nous faire réfléchir, c'est qu'on a eu des tortues qui sont venues faire leurs œufs à Vias, sur la plage de Vias, ce qui était quasiment jamais arrivé. Tortues de Méditerranée. Donc ça veut dire qu'à tout instant, on n'est pas à l'abri, effectivement, lorsqu'on redonne des espaces naturels à la biodiversité, de voir ce type de développement qui est très encourageant. Donc libérer ce territoire, concentrer les paillotes près de la ville, c'est une solution qui est correcte. Après, je comprends aussi, on ne l'a pas mentionné, donc peut-être qu'il faut le mentionner, je comprends l'inquiétude de certains riverains, puisque vous avez lancé, il y a une enquête publique plutôt qui a été lancée par le préfet cet été, au mois de juillet, et beaucoup de répondants à cette enquête publique sur ce sujet étaient des gens qui étaient riverains du Lazaret, de la plage du Lazaret, et qui ont exprimé des inquiétudes par rapport au fait qu'en concentrant les paillotes, on allait multiplier éventuellement le bruit, éventuellement les nuisances. Donc, bon, peut-être qu'il faut les rassurer là-dessus. Moi, ça n'est pas mon avis. On a tous les moyens d'intervenir pour faire régner l'ordre et le respect du calme, en fait, notamment au niveau du bruit, mais je pense que vous allez pouvoir répondre là-dessus. Oui, monsieur Arcet, merci. Effectivement, hein, l'ensemble des riverains, et puis je les ai eus, et il y avait de certaines craintes, c'est un peu comme de tout, hein, mais force a été de constater que ces mêmes plaignants, en fin de saison, nous ont dit que l'établissement était pas si mal que ça, ils y ont bien mangé, le bruit, ça s'est bien passé. Alors je lève un peu le doute là-dessus. Et puis, je vais me demander si je ne vais pas être plus écologique que les écologistes dans le fonctionnement. Parce que vous parlez effectivement des tortues, et voilà que nous avons là aussi anticipé. Puisque, croyez-le, extraordinaire, quoi. Entre le passage 63 et 64, nous avons réservé et nous avons analysé avec mes services, mais que j'aime dire mais avec les services de la ville, effectivement, nous avons analysé qu'il y avait des oiseaux qui pondaient sur la plage. Alors, nous allons faire la protection de la nidification des oiseaux sur la plage, assez rare d'ailleurs. Alors, on va positionner 3 zones. C'est programmé. Ils m'ont fait marcher l'autre jour à la passerelle 63, où effectivement, on va mettre tout ça en place pour la saison à venir. Extraordinaire, non ? Bien, si tout le monde a pu s'exprimer, Madame Seguem. Oui, j'avais une question concernant J'avais une question concernant cette procédure en cours d'attribution des paillotes. Je me demandais en fait, suite à la condamnation pour délit de favoritisme, Monsieur Jean l'a rappelé, 8 000 € d'amende, 10 mois de prison avec sursis, c'est ce qui quand même marque... même s'il y a un appel en cours, évidemment, ça interpelle sur l'importance du délit. Donc, par curiosité, je voulais savoir ce qui avait changé, en fait, entre la précédente procédure d'attribution et celle-ci. Est-ce qu'il y a des garde-fous, des contrôles qui ont été mis en place ? Qu'est-ce qui concrètement a été mis en place ? Est-ce qu'on a tiré les enseignements de cette histoire ? Monsieur Escarguel rappelait souvent que les rapports de la Chambre régionale des comptes servent à tirer des enseignements, à modifier les pratiques. Bon, là, on a quand même un jugement qui révèle des manquements graves. Donc, est-ce que là aussi, on en a tiré des enseignements ? Est-ce que la procédure a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, j'espère que vous avez remarqué que la première chose qui a changé, c'est moi. Déjà. La deuxième, on s'est appuyé d'un cabinet
exempt de tout soupçon par quelque parti politique que ce soit. Et qu'à partir de là, on a mis des critères sur lesquels on a été très sectaire et sur lesquels on a, et on prendra le temps de bien analyser tout au long de la procédure, parce que ce n'est pas, et ça je le redis, il faut que tout le monde l'entende, ce n'est pas parce qu'on valide aujourd'hui l'attribution des lots qu'on ne se réserve pas le droit, soit d'empêcher la réinstallation, soit d'arrêter les travaux, puisque dès demain, on va conseiller, bien sûr, à l'ensemble des professionnels. C'est un peu pour ça qu'on a fait ce conseil extraordinaire de déposer le permis de construire, puisque vous savez que, malheureusement, ça aussi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre que sur du domaine maritime précaire, on soit dans l'obligation d'imposer à ces professionnels de déposer un permis de construire. Eh bien, là aussi, je respecte la loi et je vais dans le sens de ce que m'imposent nos services, puisque eux me disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, je leur fais pleinement confiance. Vincent? Et après, on passera au vote. Merci. Vous avez parlé d'un délit, là. Vous pouvez nous préciser la nature du délit? Alors, on n'est pas sur un délit de favoritisme, c'est un défaut de procédure, ce qui est complètement différent. En plus de ça, en ce qui concerne la procédure de l'époque, je vous rappelle qu'elle a été retirée. Et que la procédure qui a été mise en place par François Comène sert aujourd'hui d'abac à l'ensemble des procédures. Donc aujourd'hui, la procédure qui est faite et qu'on a faite et qui a été montée à l'époque, c'est celle et qui a été faite par les services de François Comène. Et celle qui sert de procédure pour l'ensemble des côtes. Donc faites attention, sous-entendu, et je vous rappelle encore une fois qu'il y a un appel là-dessus. Voilà. Bien, si vous voulez bien, nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Un, 2, 3, 4, 5, 6, M. Andral. Voilà. Pardon. François Escarguel ne prend pas part au vote et le reste du Conseil vote pour. Merci. Passons à la question numéro 2, Francis Hernandez, Casino. Oui, le projet 2 concerne bien sûr le contrat de concession de services publics à passer avec la SAS 7 Loisirs, traduit en bon français le casino de 7, pour une prorogation de cette convention de 2023 à 2026, c'est-à-dire pour les 3 années à venir. À partir de là, je vous demande d'approuver le choix de la SAS 7 Loisirs, d'approuver le contrat de concession, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les avenants, d'émettre un avis favorable à la demande, bien sûr, et d'autoriser le trésorier municipal à percevoir cette recette. Merci Francis Hernandez. Y a-t-il des questions? Monsieur Jean. Et François Escarguel veut donner une précision. Merci. Le vote sur la résolution précédente y a eu lieu. Je ne peux plus influencer, donc je peux expliquer pourquoi je suis parti. Ça correspondra en partie, ça répondra en partie à la question qu'a posée Mme Seguin. Nous sommes particulièrement attentifs à ce qui peut être des conflits d'intérêts. Il s'avère que, vous le savez, j'ai une activité professionnelle, puisque je suis avocat, et que j'ai dans ma clientèle 2 exploitants de plage qui ont candidaté. J'ai considéré, dans ces conditions-là, que je ne pouvais pas participer, et non, je ne pouvais surtout pas présider et participer à la commission des délégation de services publics, et donc j'ai demandé à monsieur le maire un arrêté de déport. Donc j'ai été déporté de la présidence de la commission et de ma participation à la commission sur tout l'aspect bien public, bien de mer, pardon. Je n'ai eu strictement communication d'aucun rapport dans le dossier, je n'ai pas eu accès du tout au dossier. Ça fait partie des éléments de garantie lorsqu'on décèle un conflit d'intérêts pour sécuriser la procédure et s'en retirer. Merci pour ces précisions. Des questions pour la délibération numéro 2, Monsieur Jean. Oui, tout à fait. Nous constatons une fois encore qu'il n'y a qu'un unique candidat, 7 Loisirs, groupe tranchant, le même depuis 1992. 2 remarques sur le rapport, particulièrement sur le rapport annexe offre et avis de la commission des DSP. Il est précisé que les réponses du délégataire pour les propositions financières sont toutes dans la fourchette basse et minimale des demandes de la ville.
On le retrouve page 5, 6 et 7. Un exemple, pour l'affection financière aux activités d'animation artistique et culturelle, la proposition de cette loisir est même en deçà des années précédentes. 1,5% du chiffre d'affaires contre 2,8% et même 4,2% et encore en deçà des préconisations de la commission supérieure du ministère de l'Intérieur qui préconise un minimum de 2%. Le rapport souligne également que les frais de siège ne sont explicités à aucun moment, ce qui est, pour le moins, un manque de transparence évident. L'analyse du rapport de toute la procédure depuis la réception des offres a bien analysé ces insuffisances et a présenté, page 19, des propositions de renégociation. On se pose la question, quelles ont été les réponses du candidat? Force est de constater que depuis 1992, il n'y a pas d'évolution positive pour la ville. Merci de votre attention. Merci. Francis Hernandez va répondre. Oui, Monsieur Jean, bien sûr, là-dessus, votre analyse n'est pas si négative que ça aussi, si ce n'est que là, nous sommes sur un casino vieillissant, dans un emplacement pas extraordinaire, et sur lequel, effectivement, celui-ci demande, pas forcément pour lui, hein, mais pour lequel on a un projet de délocalisation, effectivement, de ce casino. Ça commence à être un petit serpent de mer, mais qui va bien sûr aboutir. C'est la raison pour laquelle on propose cette prorogation du contrat pour 3 ans. À partir de là, il est compliqué, puisque c'était le seul candidat, hein, vous en doutez bien, qui viendrait pour 3 ans dans cet emplacement pour reprendre la gestion de ce casino en l'état. Je ne vois pas grand monde venir. Alors pour l'instant, effectivement, nous sommes sur les parties les plus basses, eu égard aussi au fait que cet établissement quand même a été fermé pendant plusieurs mois, pour pas dire années, hein, puisque eux ont subi la loi de fermeture bien avant l'ensemble des commerces. C'est pas pour autant qu'on leur fait des cadeaux, loin s'en faut, mais on reste sur la base de ce qui était prévu, en sachant effectivement qu'aujourd'hui la quote-part de la ville est à 12,5, on aurait pu monter à 15, je suis d'accord avec vous, mais dans la procédure, on est resté dans les mêmes critères. Ceci étant, bon an mal an sur la reversion qui est faite, si on cumule les deux, la part jeu et la part ville là-dessus, on est pratiquement entre 400 et 450 000 euros. Ben, pour nous, il est toujours bon de le maintenir en place, au moins pour les 3 années à venir. On verra après ce que l'avenir nous réservera. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Pacul. Merci. Tu le disais, peut-être que ta langue a fourché, prorogation du casino, tu l'as dit à plusieurs fois. En fait, c'est une nouvelle concession qu'on délivre. Bon, il y avait le projet de délocaliser le casino dans la ZAC entrée Est. Je ne sais pas où il en est, mais j'ai bien peur qu'à force de proroger pour 2 ou 3 ans, on se retrouve devant une rupture du principe d'égalité par rapport au marché. Est-ce que tu as pris attache avec la préfecture par rapport à tout cela? Parce qu'il ne faudrait pas que ça nous tombe sous le nez, puisque la ressource, tu le disais, c'est 450 000 euros par an, donc ce n'est pas une paille pour la ville de Sète. Et il ne faudrait pas voir cette procédure entachée d'une irrégularité, puisque ça fait à plusieurs reprises qu'on l'a fait. J'en avais été l'instigateur, donc ce n'est pas une critique, c'est juste une question ouverte de vigilance. Alors vous vous doutez bien, hein, Monsieur Pacul, qu'appuyé du directeur général des services et des services, j'ai travaillé directement avec le ministère des Jeux et des Finances, puisque nous avons eu une visioconférence directement avec le ministère pour justement valider avec eux cette situation. On aurait pu faire une prorogation que d'1 an, encore une fois appuyé avec nos collègues des services. J'ai estimé par rapport au projet d'évolution, mais je crois que Monsieur Sabatier s'en est expliqué là-dessus aussi. Nous, on n'a pas ni baguette magique, ni boule de cristal. On est obligé de faire avec les projets que nous avons, en souhaitant qu'une chose, c'est que les deadlines puissent être respectés. Alors, dans les deadlines que nous avons analysés, effectivement, on pense qu'en 2026, on doit pouvoir proposer
un nouveau casino, un nouvel appel d'offres à casino, pas forcément celui-là, puisqu'il y aura appel à candidature. Et à partir de là, oui, monsieur Jean, on réanalysera l'ensemble des dossiers. Je rappelle quand même que, effectivement, c'est un dossier aussi que je connais bien, puisque depuis 2001, je l'avais instruit. C'est sur cette partie-là que j'avais demandé les 25 000 € pour l'Office du tourisme. On aurait pu, effectivement, et ma collègue qui est absente, on aurait pu demander une augmentation à cette procédure. Ben, vu la conjoncture et vu la situation, on a effectivement laissé courir jusqu'au bout de la prochaine concession. Merci, monsieur Jean. Oui, concernant les frais de siège qui ne sont explicités à aucun moment, vous avez une réponse? Alors là, vous savez, moi, quand je ne sais pas, je ne réponds pas. Alors, je ne vais pas, moi, faire tourner en rond ou en carré. Je vais me retourner vers les services et je leur demanderai de vous faire passer l'information. Merci. Si tout le monde a pu s'exprimer, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, toute l'opposition, je pense. Et la majorité vote pour. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.